Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sawjata Simal Medina Cheikh TV. Seydi Mohamed El Cheikh. Seetlu nañ ci sa waxtaan yu weesu yi ngay wax ne mbay. Lors de vos précédentes interventions, vous avez évoqué l'agriculture comme vecteur principal de développement. Par contre, le Sénégal semble privilégier l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023 pour assurer son émergence économique. Quels devraient être les leviers de développement du pays? Toutes mes ziyaar Sokhna Sawdiatou et à toute l'équipe Medina Cheikh TV. Comme vous l'avez souligné, je pense que l'émergence économique, chaque État a sa propre vision là-dessus. Ici au Sénégal, on a des cadres qui savent pleinement que pour développer un pays, l'agriculture est un des piliers indispensables. Partout dans le monde, tous les pays qui se sont développés, on peut dire pratiquement c'est à cause de l'agriculture qu'ils ont pu atteindre ce niveau de développement. Même si on parle de pétrole, de gaz découvert, il y a un facteur incontournable pour le développement qui est l'agriculture. Cela peut intriguer certains qui ne sont pas des spécialistes du domaine quand on leur parle de l'agriculture. Les méthodes qu'on utilise pour gérer notre agriculture, même si apparemment bon, cela reste encore du chemin à faire, car c'est loin d'un véritable système agricole durable capable de soutenir un pays. Certes, certaines sont dans la bonne voie, mais il manque de moyens. On ne leur a pas donné les moyens. Ce sont ces moyens qui vont leur permettre d'avoir une production optimale de telle sorte que tout ce que le pays importait de l'extérieur, ils l'auront ici même au Sénégal. Et cela nécessite qu'on ait les agriculteurs, que leur fournisse des terres suffisantes, mais surtout qu'on leur fournisse des engrais et du matériel. Car je pense qu'on a les moyens valides et la main-d'œuvre pour cultiver la terre, notamment la jeunesse. Tout ce qui nous manque peut-être sont des engrais, des semences et les matériels et technologies nécessaires pour faire une bonne agriculture. Et on attend d'un agriculteur que ce qu'il produit ne puisse pas seulement se limiter à lui et à sa famille, mais que tout le pays puisse y bénéficier. Tous les cadres spécialistes en agriculture savent bien ce que je dis. Donc, ce qui reste maintenant est la pratique et le suivi. C'est à ce niveau que l'État doit miser en sachant que la jeunesse sénégalaise a besoin de lui. Comme nous disposons déjà de la terre et de l'eau, ce qui reste, c'est l'accompagnement. Assalamu alaikum. Sokhna Rokhaya Diop, Nouvelle Moutalsam TV. Au Sénégal, il est courant d'observer des nominations à des postes de responsabilité qui ne sont pas fondées sur le mérite. Que faire pour cultiver un système qui ne récompensera que le travail, la compétence et la probité? Machallah Sokhna Rokhaya Diop, nous vous adressons nos salutations et à toute l'équipe Nouvelle Moutalsam TV. Je pense qu'actuellement tout le monde connaît la situation actuelle du pays et j'avais même annoncé des prédictions là-dessus. Il y a une chose que j'avais désignée comme étant un prétexte lorsqu'on dit que c'est à cause de la Covid et ses conséquences néfastes qu'on subit tous ces problèmes actuels. Certes, on pourrait le comprendre dans un côté, mais dans ce contexte actuel, je considère qu'il y a une partie manquante que toute nation attendait et qui concerne la bonne gouvernance. Je trouve qu'il y a beaucoup de manquements à ce niveau. Je serais d'accord lorsqu'on dit qu'il y a des difficultés dans un pays, dans un domaine particulier. Mais si vous voyez bien, la crise touche tous les domaines. Concernant l'éducation, la majorité des revendications n'a pas encore été satisfaite. Sur le plan du revenu, des ménages et de la vie sociale, actuellement, si quelqu'un prend son panier pour aller au marché, elle constatera que tous les denrées ont augmenté de manière exponentielle. Comme je l'avais signalé hier soir, le Sénégal est un pays où l'argent ne manque pas, mais le problème réside dans la façon de le gérer. Donc j'appelle à une prise de conscience de sorte à revoir la priorité de la nation et du pays, mais aussi à ne pas nommer les gens arbitrairement dans les postes de travail et bien mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous disposons de gens compétents pour gérer et redresser un pays. Certaines ont de l'expérience en matière de redressement économique, d'autres ont de l'expérience dans la matière de bien conduire le système éducatif.
Certains ont également de l'expérience dans le domaine de l'agriculture. Donc si on avait mis les hommes qu'il faut à leur place, même s'il y a une crise mondiale avec des conséquences que nous sentons dans ce pays, je dirais que Dieu nous assisterait, de telle sorte que la majorité de nos problèmes soient plus allégés. Et qu'il n'y a que ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, on n'a pas encore vu la véritable solution qui apaise nos cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seydi Mohamed El Cheikh, ñun la soxna Yanidou Diallo, Ayni Nour Al Muntazar. Gis nañu pour la première fois fii ci Sénégal ñuy gis benn quasi dëkkuwaay entre député yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci assemblée nationale ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toogal nguur gi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waay. Pour la première fois au Sénégal, nous assistons à une situation proche de la cohabitation à l'Assemblée nationale entre le pouvoir et l'opposition. Comment analysez-vous cette situation? Quel regard portez-vous sur cette institution? Mes salutations à vous, Sokhna Yalidou, et à l'équipe Ayni Nour TV. En ce qui concerne la cohabitation des députés à l'Assemblée, au début on parlait de cohabitation et quelques temps après on les a entendus mentionner le terme de majorité absolue. Mais ce sont des jeux politiques, car lors des élections qui viennent de passer, tout le monde a vu le nombre de députés du parti au pouvoir et de l'opposition. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu cet équilibre dans l'Assemblée. Au début, on parlait de cohabitation et quelques temps après, de majorité. Mais en ce qui nous concerne, nous, le peuple sénégalais, ce qui importe pour nous est que le député soit conscient qu'il représente le peuple, qu'on parle de cohabitation ou de majorité. Et tous les jeux politiques orchestrés, tout ceci ne nous intéresse pas en réalité. Ce qui importe pour nous en tant que citoyens sénégalais est que le député nommé soit conscient que c'est le peuple qui a pris sa carte et voté pour lui. Donc ils ont des attentes sur eux, car les citoyens ne vont pas siéger à l'Assemblée. Donc le député qui siège à l'Assemblée doit défendre les intérêts du peuple. Maintenant, l'Assemblée vient d'être ouverte et les députés viennent d'être installés. Il y a des députés qui ont dit publiquement qu'ils vont y défendre l'intérêt du peuple sénégalais. Et nous sommes là en train d'observer pour voir la réalisation de leur serment. Mais actuellement, les Sénégalais ont une vision claire sur la politique. S'il y a un député qui œuvre pour le bien de la société, quand il y aura élection, elles vont voter pour lui. Par contre, tout député qui n'œuvre pas pour l'intérêt de la population, le jour où il aura besoin d'être soutenu, la population s'abstiendra. Ils se sont engagés et viennent d'être installés à l'Assemblée. Ils ont témoigné qu'ils vont œuvrer pour l'intérêt de la population. Nous sommes là et on va les observer pour voir est-ce qu'il y aura un changement concernant les pratiques qu'on avait antérieurement ou non. Mais concernant la cohabitation qu'on vient de voir après cette élection, avec la partie au pouvoir qui a un nombre de députés assez conséquent, de même que l'opposition, personne ne pourrait accaparer l'ensemble à sa faveur. Ceci constitue une bonne chose pour la démocratie du pays. On prie à ce que cette situation puisse durer afin dans l'avenir, personne ne pourrait proposer un projet de loi que les députés le votent de manière unanime sans une discussion préalable soit faite là-dessus. di jëm ci wàll 2022 ak 2023 bi ñu nekk ndax 2022 def nga sa intronisation ay weer ci ginnaaw mu nekk sa début de mission comme ni nga ko yàggoon annoncé ñu gis ni 2023 ñëw. Seydi Mohamed El Cheikh, 2023 marquera une étape importante dans votre mission universelle, surtout sur le plan international. Est-ce l'année où le monde musulman vous fera allégeance? Barakallahu fika Cheikh Tidiane Sembène et à toute l'équipe Wallu Duniyaati TV. Comme je l'avais annoncé lors de ma conférence à Thiès 2017, je pense bien. Lorsque je parlais du lancement de mission avec Moulay Cheikh Tidiane Chérif en 2022, il m'avait signifié que le lancement véritable de la mission serait en 2023. C'est vrai que le monde attend des événements, mais moi aussi j'ai un maître mystique qui me donne des ordres concernant toutes les étapes de ma mission. Je n'ai pas les mains libres pour faire tout ce que je veux comme je le sens. J'ai un maître qui a le dernier mot et qui me guide dans ma mission. Tout ce qu'il m'ordonnera au moment désigné, je l'exécuterai tel qu'il me l'a annoncé. Mais si vous connaissiez ce qui est la réalité d'une mission, je ne parle pas que ceux qui pensent que c'est seulement rassembler des disciples ici au Sénégal, mais ceux qui connaissent réellement la réalité d'une mission divine universelle.
avec les problèmes dont la Oumma islamique est actuellement confrontée et avec toute l'actualité géopolitique du monde, les obstacles et les pièges, il saura que le missionnaire, même s'il donne certaines informations, il gardera sur lui des secrets qu'il ne divulgue pas au grand jour. Donc je considère qu'il y a des événements à venir, mais quand leurs moments arriveront, tout le monde les verra avec certitude. Mais depuis le 29 janvier, qui était la date de mon intronisation, je me focalise sur une seule chose, qui est l'ordre de mission qui me concerne. La feuille de route qu'on m'a livrée et que j'exécute à la lettre de telle sorte à conduire chaque ordre au moment et à la période désignée. Si c'est un ordre qui concerne les pays, on va l'exécuter ici au Sénégal. Si c'est d'aller au Moyen-Orient, dans cette semaine même, j'irai là-bas. De la même manière pour les autres pays, comme les États-Unis et autres. Mais dans tous les cas, cela ne va pas. Autre part, les directives de celui à qui le prophète nous a mis en rapport, qui est Moulaye Cheikh Ahmed Tidiane. Tout ce que nous œuvrons sera cadré dans cette directive-là. Concernant l'attente du monde musulman envers l'imam al-Mahdi, comme je le disais souvent, et que le monde musulman essaie toujours de trouver leur sauveur. Et lorsqu'on parle de sauveur, il ne s'agit pas de quelqu'un qui va venir répéter ce que les autres ont déjà fait dans l'islam. Mais c'est quelqu'un qui va venir voir là où se trouve le niveau de connaissance dans l'islam. Il va y apporter un souffle nouveau de telle sorte que les gens pourraient valoriser cette science. Et il en sera de même sur le domaine de la politique, sur l'économique, la religion, sur le plan mystique et spirituel. Mais Allah sélectionnera une personne et le préparera pour le doter de toutes ses qualités, mais c'est point une personne qui va émerger du jour au lendemain pour résoudre tous les problèmes du monde à un clin d'œil. Et non, cela ne se passe pas ainsi. Même la mission du prophète ne s'est pas déroulée ainsi. Je parlais du prophète Mohammed. Vous avez vu comment sa mission avait démarré. Il n'avait qu'un petit nombre de personnes qui le suivaient, 2 à 3 personnes, et elle évoluait ainsi jusqu'à qu'on le fasse sortir de Mecque pour aller vers Médine. Et pendant tout ce temps, il était en pleine mission, jusqu'à ce qu'il a quitté ensuite Médine pour revenir à la Mecque. Le prophète a fait traverser sa communauté dans cette même catégorie d'épreuves. Lorsque l'imam Mahdi commencera sa mission, il débutera ainsi avec un petit nombre et chaque année il recevra des directives à exécuter. Chaque semaine, chaque mois, il aura des ordres et des objectifs à réaliser. Mais la priorité sur ces directives est le message universel qu'il doit délivrer. Maintenant, dans quel contexte doit-il délivrer ce message? Dans quel pays et dans quelle période? Lorsque le moment arrivera, les gens le sauront, car le superviseur de la mission est bien derrière lui. C'est Oumy Ndoye de la SMTV. Votre Excellence, le livre intitulé Seydi Mohamed El Cheikh, l'universaliste, vient de sortir. Doit-on comprendre par là que votre mission s'applique en tout lieu, en tout temps et dans tous les domaines? Autrement dit, votre doctrine aspire-t-elle à solutionner les problèmes de l'humanité, peu importe leur diversité? Mashallah, Sohna Oumy, nous adressons nos salutations et à toute l'équipe Sagesse du Mahdi TV. Comme vous l'avez mentionné concernant le livre Seydi Mohamed El Cheikh l'universaliste, qui a été écrit par le cercle de référence de Médina Cheikh avec la préface de Adja Antassar, c'est un livre qu'on devrait présenter aujourd'hui avec le symposium. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui le vendredi. Cela va coïncider avec l'heure de la Khadrat Juma, qui est la priorité du vendredi soir. Il y a beaucoup de gens qui attendaient, mais on y reviendra sûrement ultérieurement, de telle sorte que tout le monde pourra découvrir le contenu du livre. Mais je pense bien qu'actuellement, le livre est disponible et chacun peut en disposer. Les auteurs y ont développé des thèmes intéressants, mais le plus essentiel concernant la mission universelle. Car nous ne nous limitons pas seulement au Sénégal. Nous avons pu voir la diversité culturelle qui sévit dans cette communauté. Nous avons vu toutes les nationalités ici présentes parmi mes fidèles et chacun vient pour ses besoins personnels sur le plan islamique et spirituel. Mais si Dieu a décidé que Moulaye Cheikh Ahmed Tidiane m'a donné cette mission universelle, il me l'a léguée pour que je sois la solution. C'est pourquoi je disais souvent à mes compagnons que vu tous les problèmes dont le monde musulman est confronté, je leur dis qu'ils ne devraient pas y apporter encore d'autres problèmes. Nous devons être la solution de ces problèmes. Et j'ai la pleine conviction qu'avec l'assistance du prophète Mohammed, paix salut sur lui, et grâce à sa lumière, de même qu'avec l'aide de Moulaye Cheikh Ahmed Tidiane et de son pouvoir mystique, tout ce qu'on doit solutionner à travers notre mission sera solutionné. Et tout le monde musulman pourrait en témoigner, Inch'Allah. C'est ce qu'il entendait de nous
et on considère que nous sommes prêts à relever ce défi par leur bénédiction. Depuis quelques années, nous observons un désengagement de la France en Afrique de l'Ouest et même une certaine défiance. Dernier cas en date, le coup d'État au Burkina Faso, avec son ambassade prise pour cible. Ce sentiment d'hostilité croissante à l'égard de l'ancienne puissance coloniale est-elle en relation avec le lancement de la mission de l'imam al-Mahdi alayhi salam? Ma première remarque est que le coup d'État n'est pas une solution pour l'avancement actuel de l'Afrique. Les coups d'État ne sont point une voie de sortie. Quiconque pense que les coups d'État sont les solutions miracles de l'Afrique se trompe. Lorsqu'il y a un coup d'État, ce sont les militaires qui viennent prendre le pouvoir. Et tout le monde connaît l'état d'esprit avec lequel fonctionne un militaire. C'est différent d'un civil qui gouverne. Donc même si au début les populations peuvent soutenir les plébiscites, arrivera un moment où elles ne pourront plus suivre le rythme. Donc ma première affirmation est que les coups d'État ne constituent pas la solution pour l'avenir qu'on souhaite pour l'Afrique de demain. Mais également, comme qu'il y a des coups d'État, on doit se demander dans quel contexte se produisent-ils. Dans ce sens, un sage disait qu'on parle souvent des coups d'État, sans pour autant s'interroger au fou d'État, comme ceux qui pensent qu'ils doivent gouverner jusqu'à 100 ans et qu'après, ce sera à leur fille de prendre le relais. Ceci n'est pas possible car une nation appartient à personne. C'est avec le suffrage universel qu'on élise un président. En ayant un esprit sur lui, si on a fait des recherches sur les coups d'État, on peut en déceler la véritable cause. Mais on ne souhaite aucun coup d'État dans aucun pays africain, car ce n'est pas la solution. Il faut que les Africains comprennent ceci. Concernant maintenant la France, avec la manière dont beaucoup de pays africains l'isolent, sur le plan diplomatique, je ne pense pas que les Africains le font naturellement juste pour isoler la France. Mais je pense qu'ils veulent prendre ce qui leur appartient. Beaucoup pensent que les Africains ont de la haine envers la France, qu'ils veulent l'isoler, etc. Mais je ne le crois pas. Mais je pense que les Africains veulent prendre ce qui leur appartient. Car lorsqu'ils voient les industries, ils verront qu'il y a d'autres gens qui les contrôlent et qu'ils n'en gagnent que de petits pourcentages. Idem pour les terres agricoles. Ce sont les étrangers qui l'exploitent pour les expédier chez eux. Leurs ressources maritimes sont pillées par les bateaux étrangers à leur détriment. Et lorsque les Africains voient maintenant tout ceci, forcément il y a de la frustration chez la jeunesse et ce qui amène ces mesures. Mais je considère qu'on n'a pas de problème majeur avec la France, car c'est un pays et nous aussi sommes une nation à part. Si la France veut maintenant aider comme il le dit, qu'il se limite à aider les pays africains sans pour autant prendre leurs ressources. Comme le célèbre adage des anciens qui dit, si tu ne donnes pas de l'eau à l'aveugle mendiant, au moins laisse-lui sa quête. Mais on ne peut pas ne pas offrir de l'eau à un mendiant, mais en même temps qu'on se permette de voler sa quête. C'est impossible. La jeunesse africaine actuellement est maintenant éveillée et elle ne va pas tolérer ces pratiques qui subsistaient dans le passé. Je crois donc fortement que les Africains ont que c'est l'heure de prendre ce qui leur appartient et ils prennent ce qui leur appartient. suñu question bu mujj yaa Seydi gis nañu Sénégal ni muy doxee gis nañu sunu dirigeants yi ni ñuy doxale gis nañu ay imperfections yu bëri ci suñu gouvernement bi fii ci Sénégal lan nga xalaat en tant que imam. Le coût de la vie continue d'augmenter au Sénégal, rendant la vie de nos concitoyens encore plus difficile. Que peuvent attendre les populations de Seydi Mohamed El Cheikh face aux nombreux maux auxquels elles font face? Si vous me demandez quel plan je dispose pour redresser cette situation, je rappelle que je ne suis pas un candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas un candidat en mission pour trouver les solutions de ce pays. Mais je suis par contre un citoyen universel qui a son idée personnelle à soumettre à ses concitoyens, afin qu'ils y trouvent des repères. Mais le jour où vous aurez des candidats qui ont soumis des programmes politiques, je pourrai intervenir pour dire que tel candidat dispose d'un programme qui va ou non avec les principes de la mission. Mais en tant que citoyen universel, je considère que toute l'imperfection qu'on a dans ce pays se trouve à un niveau. Précisément, lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, il doit comprendre qu'il a été responsabilisé et plus tard il rendra des comptes devant Dieu. Lorsque Omar ibn Khattab a été nommé Amirul Mouminin, il y avait à l'époque une sorte de canal délabré dans la ville où l'eau fuitait comme un ruisseau
On l'avait longtemps laissé ainsi, même durant le règne d'Abou Bakr. Les gens venaient et traversaient. Mais dès l'instant qu'on l'a nommé, Omar donna l'ordre de le réfectionner, de telle sorte qu'aucun musulman ne puisse y tomber durant la nuit. Ce fut un travail pénible, car les gens cherchaient de lourdes pierres qu'ils venaient mettre à l'intérieur pour le boucher. Et lorsqu'ils étaient fatigués par le travail, ils dirent à Omar, mais pourquoi vous vous fatiguez tant pour qu'on bouche ce canard, alors que les musulmans l'ont bien identifié, et ils le contournent même. Omar leur réplique, je ne parle pas seulement des hommes, mais même si un animal tombe dedans, au jugement dernier, c'est moi que Dieu interrogera là-dessus. Si on nomme ce genre de personnes sur un poste de responsabilité, il saura vraiment bien le gérer. Mais malheureusement dans ces pays, je crois fortement que la première chose qu'ils devaient cultiver est leur croyance envers Allah. Car si une personne considère sa croyance envers Allah, si on lui confie de l'argent, qu'il soit en banque ou autre, même si les gens ne sont pas témoins de ses actes, il craindra Allah sur cet argent. L'absence de crainte d'Allah fait donc que les élus gaspillent de l'argent, veulent ce qu'on leur a confié en pensant que c'est leur possession, alors que c'est tout le contraire. Donc la première chose que je considère comme étant la solution est qu'en premier, qu'on revivifie notre croyance en Allah, en sachant que plus tard, Dieu nous interrogera sur le moindre tout qu'on nous a confié ici sur terre. Et il prendra tout son temps. Si un élu prend en compte ceci, il gérera son poste et son portefeuille avec droiture, à telle enseigne que tous ses actes seront pour les avantages du peuple qu'il a élu et qui a mis tout son espoir sur lui. Sunu dernière question mi ngi porté wu ci actualité internationale bu ñu gisee li nga xam ne mooy xew ci actuellement ci monde bi fu mel ni diggante États-Unis ak Chine Nancy Pelosi mi nga xamante ne mooy présidente chambre des représentants aux États-Unis demoon na defoon na benn visite Taïwan te gis nañ situation bi ni mu sensibiliser entre Chine populaire ak Chine Taïwan en même temps même États-Unis boobu gis nañ ni aussi guerre en Ukraine bi am na fa tànk bu mu fay taxaw. Nous remarquons que, à travers la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, je rappelle que Nancy Pelosi est la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis. Les Amériques provoquent la Chine et attisent aussi le conflit de la Russie avec l'Ukraine. Les États-Unis ne poussent-ils pas le monde vers un chaos pouvant déboucher à une guerre nucléaire? Lorsqu'on voit ceci sur la politique étrangère américaine, cela n'est point une surprise pour nous. Nancy Pelosi ne s'est pas simplement levée pour faire une visite ordinaire. Elle savait qu'il y aura des problèmes et des conséquences liées à sa visite. Et elle savait aussi que la Chine n'allait pas approuver la visite. Mais ce sont les Américains qui procèdent ainsi. On dirait même, dans une certaine mesure, c'est comme s'ils essayent de déstabiliser le monde à travers leur politique étrangère, pour plus vendre leurs armes, car actuellement nous sommes dans une période post-Covid. Les vols ont été collés au sol, les frontières fermées, et la quasi-totalité de l'économie mondiale s'est effondrée, même eux l'ont certifié. Les Américains ont maintenant une manière de faire, et cette dernière est que tant que le monde est stable, ils ne pourraient pas vendre leurs armes. Ils cherchent donc parfois où se trouvent les problèmes afin de pouvoir vendre leurs armes. Car ils ont des armes rares à la pointe de la technologie qui coûtent cher. Nancy Pelosi n'est pas n'importe qui. Avec tout ce qu'elle représente à la Chambre des représentants, elle s'est levée officiellement pour partir et il n'y a aucune voix qui s'est levée pour condamner son voyage. Au contraire, le Congrès a approuvé même son départ. Et il n'est pas encore terminé sa tour, car avant-hier, j'ai vu qu'elle compte faire d'autres voyages. Donc il cherche quelque chose à travers ce voyage. Et ce que c'est est clair. Car tant qu'il n'y a pas de crise, ils ne peuvent pas prospérer. Et il y a des pays qui vivent ainsi. Car c'est lorsqu'il y a des guerres que leurs armes sont vendues. Ils signent des accords et convoquent leurs armées et mercenaires pour travailler dans ce sens. Maintenant, en ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'après les dernières tendances et les positions de l'OTAN, c'est comme si l'Ukraine est en train de prendre le dessus sur de nombreux territoires conquis par la Russie. Lorsque j'ai passé en revue l'aboutissement de ce conflit, j'avais dit qu'il est difficile d'être neutre sur ce dernier, mais il devrait considérer l'issue de cette guerre. En effet, de la manière dont je connais la Russie, de même que Vladimir Poutine, et la manière de procéder du Kremlin, je ne crois pas qu'ils vont accepter de perdre une guerre. De la manière dont je connais la Russie,
Je ne crois pas qu'elle acceptera perdre une guerre. Et depuis lors, Poutine menaçait avec des armes nucléaires, avec une potentielle utilisation à dernier recours. Je vois qu'ils sont en train de le pousser dans ses derniers retracements. Qu'est-ce qui va se passer demain maintenant? On ne le souhaite pas, mais je considère que de la manière dont le conflit évolue, cela ne s'apaise pas. Mais aussi, même si une personne n'approuve cette guerre, comme je l'avais demandé, pourquoi tous les efforts qu'ils fournissent sur ce conflit ne sont pas déployés en Palestine? Les Palestiniens sont 1000 fois plus martyrisés par la guerre. Je suis d'accord qu'ils essaient de trouver des solutions en Ukraine, mais je serai plus d'avis avec eux qui déploient des efforts pour aider la Palestine. Et là, je pourrais dire que leurs actions procurent de l'avantage à la société musulmane. Mais pour l'instant, comme je l'avais signalé au début, c'est un conflit d'intérêts et jusqu'à maintenant, c'est cette situation qui perdure. Merci beaucoup les médias ici présents pour vos questions. Seydi Mohamed El Cheikh, on va conclure la conférence de presse. Vous êtes un citoyen universel qui porte un message universel. Quel serait votre dernier message, ou alors je vais dire votre message aujourd'hui pour l'humanité? Le message que j'adresse à l'humanité est similaire au message que le prophète avait adressé à la communauté durant son dernier Hajj. C'est un message de paix en premier, mais également que chacun fasse une auto-observation de soi pour savoir s'il est un vrai musulman ou c'est seulement à travers sa langue qu'il le dise. Car le prophète avait insisté là-dessus, jusqu'à demander au président de transmettre son message à tous les absents. Il avait insisté à ce que chacun puisse se juger dans sa relation avec son Seigneur, afin de savoir s'il est ou non dans les recommandations divines pour lesquelles Dieu l'a amené sur terre. Mais personnellement, le message que j'adresse à l'humanité est que nous sommes dans une période de crise, une période difficile, surtout pour le monde musulman, mais aussi pour les pauvres à travers le monde. Je crois que la véritable solution se trouve auprès d'Allah. Même si les gens ont de l'espoir envers les élus, je considère que la vraie solution se trouve dans les mains d'Allah. Donc, c'est le retour aux sources que j'avais proposées aux membres de la communauté islamique. Cette source est le Coran, la sunna du prophète et sa lumière. Car si on les applique, on aura ce que l'on cherche. Mais tant qu'on continue de vivre avec l'influence de l'Occident, jusqu'à ce qu'un de nous essaie d'écarter ce qu'il n'est pas réellement, nous nous fatiguons davantage. Je ne parle pas de ce qui a causé du retard en Europe, mais l'essentiel de ce qui nous a retardés en Afrique. Et le fait d'incarner une chose qu'on n'est pas réellement, ou d'accaparer un pouvoir qui ne nous appartient pas. Parmi tous les fléaux qui ont causé le retard de l'Afrique, je pense que ces deux-là en constituent l'essentiel. Tous les retards qui ganguèrent l'Afrique se résument en ces fléaux. Incarner ce qu'on n'est pas réellement et d'accaparer un pouvoir qui ne nous appartient pas. Et si ces deux obstacles étaient éliminés, vous verrez le tracé de la voie du développement longtemps espéré en Afrique. Et on pourrait y marcher en toute sérénité. Machallah, Seydi Mohamed El Cheikh, ñu lay sant di la gërëm. Merci beaucoup. Merci pour tout.